Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois de mai dans le cadre du challenge le mois de la fantaisie organisé par Steph de la chaîne Piketty Booking et donc le challenge auquel j'ai participé et je voulais donc vous parler des lectures que j'ai faites pour ce mois et vous faire un petit bilan du coup par rapport à ce que j'avais prévu. Alors, pour être tout à fait honnête, ça a été plutôt un fail, ce challenge, dans le sens où j'avais mis dans ma palle 18 romans, et en fait, je n'en ai lu que 8. Alors, en soi, c'est plus ou moins ce que je lis par mois, hein, entre 7 et 10 livres par mois, en fonction du nombre de pages, du temps que j'ai, de ma disponibilité, pardon, au niveau mental, je vais dire, par rapport au travail, etc. Enfin, comme tout le monde, hein. Et voilà, donc je reste dans la moyenne par rapport à ce que je lis d'habitude. Sauf que, ben, forcément, par rapport à la pile à lire que je m'étais préparée, qui était, oh, c'est vrai, très, très optimiste, ben, je suis loin du compte. Mais c'est pas grave du tout, puisque j'ai fait quand même quasiment que de très bonnes lectures. Donc je suis super contente de ce bilan. Et puis on va attaquer tout de suite, bien évidemment, pour pas que ça dure trop longtemps. On va commencer par le premier roman que j'ai lu au mois de mai, qui est Les voleurs de fumée de Sally Green, sorti aux éditions J'ai lu, c'est un tome 1. Et dans cette histoire, on va suivre 5 personnages qui sont décrits comme ça dans le résumé. Donc une princesse visionnaire, un soldat idéaliste, une chasseuse intrépide, un traître déterminé et un voleur insaisissable. Donc on suit, voilà, ces 5 personnages, c'est un roman choral. On est dans un monde de fantaisie complètement imaginé, bien évidemment, un monde de fantaisie, dans lequel aussi il y a des démons dont la fumée, c'est-à-dire quand ils meurent, ils exhalent leur âme, on va dire, en forme de fumée, et, cette fumée est récupérée par les tueurs de démons, et la vendent au marché noir, puisque c'est une espèce de drogue. Voilà, en gros, c'est un royaume. Il y a plusieurs royaumes plutôt euh, qui se côtoient. Voilà, il y a une petite carte au milieu. Des royaumes qui pour l'instant sont en paix, mais qui ont subi, enfin qui se sont fait la guerre assez longtemps et qui sont quand même pas tout à fait en paix. Enfin, c'est tendu. Voilà, on est un peu dans cet esprit-là, et du coup, voilà, on va suivre ces personnages. Alors, j'ai euh, j'ai aimé l'univers de ce roman, et j'ai surtout aimé la façon dont l'autrice nous permet de le découvrir au travers du regard des 5 personnages que l'on rencontre. Du regard, mais pas que, aussi de leur rang social, de leur catégorie, enfin, dans leur activité, de leur famille, enfin, du pays où ils sont nés, etc. Donc c'est au travers de tous ces personnages qui sont tous très différents les uns des autres, qu'on découvre le monde. C'est plutôt un roman introductif qui nous permet de découvrir donc cet univers, mais à partir je sais plus exactement, deux tiers, moitié, deux tiers du roman, ça s'accélère, les chapitres sont plus rapides, on a un rythme qui s'accélère un peu avec des révélations, enfin des découvertes, etc. Et voilà, on arrive à une fin qui nous laisse penser qu'il va y avoir une suite vraiment très intéressante, puisqu'on développe un petit peu sur la fin le côté fumée de démon. Voilà, donc c'était hyper intéressant. Alors, sur les 5 personnages, je me suis pas attachée à tous. Je me suis plutôt attachée aux femmes, donc notamment la princesse qui a un très fort caractère, mais qui est contrainte de garder son rang, bien évidemment, mais qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Après, il y a la jeune Tache, je crois qu'elle s'appelle, qui a une douzaine d'années et qui est traqueuse de démons, enfin la chasseuse, voilà. Et voilà, qui est intrépide, qui a aussi du caractère, mais qui est aussi encore une enfant. Enfin voilà, c'est un très joli personnage. Et après, il y a le soldat au niveau chez les garçons qui m'a pas complètement convaincu, mais euh, qui, qui a, euh,
qui a une personnalité qui me plaît pas mal. Voilà, et après, il y a les deux autres garçons des personnages principaux qui, eux, par contre, m'ont pas du tout convaincue. C'est le traître et le voleur. Donc, j'ai un peu du mal avec leur motivation pour l'instant. J'ai un peu du mal avec leur caractère. Voilà, ils sont pas dans le top, en tout cas, de mes personnages préférés. On verra en tout cas ce que le tome 2 leur réserve parce que je suis très curieuse de le découvrir. C'était une lecture que j'ai trouvée très agréable, que j'ai fait en lecture commune avec, organisée par Armance Around the Corner. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Qui avait organisé donc cette lecture commune en groupe, donc avec Armance et tout le groupe. Et même si bien sûr le livre n'a pas fait l'unanimité, on était une trentaine il me semble dans le groupe, ou peut-être moins, un peu moins, je ne sais plus, mais bref, forcément tout le monde n'a pas accroché de la même manière, ce qui est normal, mais quand même, en règle générale, c'est une lecture qui a plu plus ou moins à tout le monde. Le deuxième roman que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie, c'est Terre de brume, le tome 1, Les sanctuaires des dieux de Cindy Van Wilder, sorti aux éditions Rajo. Alors, j'aime beaucoup la couve. J'ai trouvé, allez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il brille un petit peu, c'est très très joli. Alors, même si j'aime énormément l'écriture de Cindy Van Wilder, même si j'aime énormément son imagination, je trouve que dans ce roman, on survole un petit peu trop l'univers. C'est pour moi pas assez approfondi. On suit principalement deux personnages, Hera, je crois, oui, qui est une future guerrière de l'eau. Donc elle a une magie qui prend son pouvoir dans l'eau. Et Intisar qui, elle, est une magicienne qui manipule le feu. On est dans un monde où une espèce de brume a recouvert le monde, justement. Et dans cette brume, il y a des monstres qui tuent et mangent les hommes, enfin les humains. Et les gens vivent dans des sanctuaires, c'est-à-dire des espèces de montagnes, ou enfin des monts, une surface surélevée en tout cas, pour pouvoir être au-dessus de la brume et donc éviter les problèmes de brume. Et ils ont des espèces de, comment dire, bateaux, enfin de barges qui permettent de voguer sur la brume. Voilà, entre sanctuaires du coup. Donc, on va dans ce contexte-là se retrouver avec deux jeunes filles qui n'ont rien en commun, qui ont chacune une magie très différente, qui ont pas mal de préjugés l'une envers l'autre par rapport à leur magie, par rapport à la façon dont elles ont été élevées et dont on leur a raconté euh, la magie des autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, les magiciennes de l'eau dénigrent beaucoup ceux du feu et inversement. Donc elles ont été élevées dans cette mentalité-là. Forcément, elles ont des préjugés l'une envers l'autre. Donc elles vont se retrouver à devoir collaborer et elles vont donc devoir lier une relation malgré ça. Elles ont toutes les deux un caractère plutôt fort. Mais là encore, il m'a manqué un petit peu de profondeur qui a fait que je ne me suis pas vraiment attachée à elle. Je pense en fait que ce roman est un tout petit peu trop jeunesse pour moi. Vous savez que moi je lis pas de jeunesse, enfin de jeunesse, hein, 12 ans, 12-13 ans. Ce roman, c'est pas un 12 ans, mais c'est quand même, je sais pas, je pense que c'est ça qui me pose problème, c'est qu'il est un tout petit peu trop jeunesse. Bon, il faut quand même reconnaître que l'histoire, enfin en tout cas le tome comme il se termine, est suffisamment intriguant pour me donner envie de connaître le fin mot de l'histoire. Donc je continuerai cette saga, surtout que j'ai le tome 2 dans ma palle, donc je la finirai avec plaisir. L'écriture, comme je vous disais, est très agréable, donc on ne peut pas dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait faux. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, sur ce tome 1, il m'a manqué le petit quelque chose de plus qui a fait que je me régale vraiment. Peut-être d'ailleurs que je le trouverai dans le tome 2, on verra bien. Le roman suivant que j'ai lu pour ce mois de la fantaisie et qu'on entend pas mal passer, qu'on voit pardon, pas mal passer en ce moment, c'est Kéléana, le tome 1 de Sarah Gimas, sorti aux éditions La Martinière. Donc on suit Kéléana, c'est le tome 1, l'assassineuse, donc c'est une assassineuse.
Elle a été arrêtée et elle se retrouve enfermée dans une carrière où on creuse des tunnels, on récupère du minerai, enfin je ne sais plus exactement, enfin bref. Elle est très maltraitée, aussi bien au niveau physique que psychologique, et ça fait déjà 1 an qu'elle traîne là-dedans, avant que le prince vienne la chercher. Alors, pourquoi le prince vient la chercher? En fait, le roi cherche un nouveau champion pour le représenter, et le prince a décidé de tenter de demander à Keleana de devenir ce champion. Bien sûr, pour le devenir, c'est pas aussi simple que ça. Il faut participer à un tournoi où il est réuni plusieurs hommes, oui, puisque c'est que des hommes, il n'y a que Keleana en tant que femme qui va participer à ce tournoi. Et voilà, pour pouvoir découvrir qui est le plus fort et qui pourra représenter dignement le roi. Donc, Keleana est plus ou moins contrainte et forcée d'accepter ce deal, puisque sinon c'est mourir au fond de la mine, hein, donc voilà. Au-delà de ça, il va y avoir au palais, donc elle va se rendre au palais, et elle va commencer à avoir des meurtres, et donc Keleana va enquêter, en plus de participer au tournoi, sur les meurtres. Voilà. Vous voyez, ce roman est quand même bien rempli, parce que je vous en ai dit que peu, finalement, sur l'histoire, et ça fait déjà pas mal. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est un roman qui est... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'univers, c'est assez complet, c'est assez fouillé. J'ai adoré Keleana, qui a un caractère vraiment très fort. C'est une héroïne badass, il n'y a rien à dire. Elle a... elle, elle se laisse pas attendrir. Elle a quand même toujours son côté assassineuse qui pointe à la surface dans ses pensées. On voit très bien que, je sais pas, par exemple, elle est dans une situation, elle se dit, ah ben lui, je pourrais faire ça, 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 et en 5 minutes, en 2 minutes, il serait mort. Voilà, elle pense vraiment comme une assassineuse, et ça, j'ai trouvé ça excellent. Et puis, à côté de ça, on comprend bien qu'elle a des faiblesses, enfin, en tout cas, elle cache de nombreuses blessures, hein, donc elle n'est pas devenue assassineuse pour son bon plaisir, il y a beaucoup de choses derrière et qu'on découvre petit à petit. Donc dans ce roman, il y a également 2 personnages secondaires qui sont assez importants, donc le prince et un capitaine. Donc qui vont enfin qui vont rentrer en jeu, hein, qui vont avoir un rôle important. Et ces 2 personnages aussi, je les ai beaucoup aimés parce que je trouve que leur caractérisation aussi est très bien faite. Et on est très intrigué par leur évolution. C'est aussi ça que je voulais dire pour ce roman. En fait, quand on termine ce roman, on voit tout le potentiel qu'il y a, toutes les portes ouvertes, tout ce qui peut évoluer aussi bien au niveau de la magie, au niveau de la politique, au niveau de l'évolution des personnages, puisqu'il y a quelques révélations qui font que voilà, leurs certitudes peuvent être ébranlées. Voilà, et c'est tout ça l'intérêt, c'est que on a un roman riche, un roman avec des personnages très bien caractérisés et une intrigue qui se noue lentement et qui nous emmène, on ne sait pas où, mais en tout cas, je dirai la suite parce que j'ai très envie de le savoir. Ensuite, j'ai continué donc ce mois de la fantaisie avec le tome 2 d'Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark Infinity dans leur collection onirique et qui s'intitule Rêve d'envol. Donc là, on est sur un tome 2, donc je peux vous en parler. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, le résumé du tome 1, on suit Olina qui est la Tatuma, c'est-à-dire qu'elle doit succéder à sa mère sur le trône d'Ozolis. Une délégation de Glacium, qui est le pays voisin, avec qui l'entente est sur le fil du rasoir, hein, c'est limite, vient rendre visite tous les ans, une fois par an, à Ozolis pour faire du politique et maintenir la fragile paix entre les 2 pays. Va survenir un événement qui va bouleverser la vie d'Olina. Alors il faut savoir qu'Olina d'ailleurs est détestée par sa mère, qu'elle porte un voile depuis toute petite, qu'elle ne connaît même pas les traits de son propre visage, personne ne l'a vue sauf sa mère. Voilà.
Donc dans ce deuxième tome, on retrouve Olina dans une situation toujours un petit peu complexe. On découvre de nouveaux personnages. Alors j'ai adoré toute la première partie du roman, vraiment, c'est vraiment très intéressant, vraiment, on ne sait pas, on est vraiment immergé dedans. Il y a, comme je vous disais, de nouveaux personnages, euh, des personnages à l'apparence qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils ont dans le cœur. Et c'était parfois émouvant, c'était parfois drôle. Voilà, et on se retrouve dans des situations aussi stressantes. Et voilà, j'ai vraiment aimé cette première partie de roman. Ensuite, donc d'autres événements se poursuivent. Ça, l'intensité retombe un peu, on va dire. On découvre de nouvelles choses qui ouvrent nos perspectives, en tous les cas, par rapport à l'événement principal du tome 1. Donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que du coup c'est un tout petit peu plus lent. Malgré tout, j'ai adoré l'évolution d'Olina. Son personnage évolue vraiment de façon phénoménale. Et même si dès le tome 1, on sent que derrière le personnage qui nous est présenté, il y a quelque chose qui, qui pourrait, je ne sais pas comment dire, qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution, mais c'est quand même caché derrière bah, les mauvais traitements qu'elle a subis, euh, les... le rôle qu'elle doit tenir, et c'est bien fait, je trouve que l'autrice, du coup, récupère, enfin, utilise bien ces petites pistes qu'elle a lancées dans le premier tome et pour nous faire évoluer le personnage. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Le seul qui m'a déçu, c'est le personnage de Jovan qui est le roi de Glacium. Et moi, il me convainc pas du tout, mais pas du tout en tant que roi. Voilà. Donc je ne sais pas si dans les tomes suivants, puisque c'est une saga en 4 tomes, que j'ai les 3 tomes encore dans ma palle qui sont arrivés dès que j'ai eu terminé celui-ci. Donc je ne sais pas s'il va évoluer de façon intéressante dans les tomes suivants. Je l'espère parce que pour l'instant c'est vrai que pour moi ce personnage est une petite déception. Voilà, je lis cette saga en lecture commune avec Stéphanie du compte Chronique de Lully et on se régale à faire cette lecture commune. En général, c'est des livres qui se lisent très vite. Vous voyez, ils sont très jolis en plus, il y a de très belles en-têtes, mais c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages, ça se lit vraiment très bien, très vite. Et du coup, on se fait petite lecture commune rapidos et on se régale, enfin en tout cas sur les premiers tomes, on s'est régalé. J'ai enchaîné ce mois de la fantaisie avec une autre lecture commune. J'en ai fait beaucoup, en fait, vous allez voir, puisque j'en ai encore une après, que j'ai faite donc avec Cathy Lee sur Instagram. Je vous mets, comme d'habitude, son lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter son compte. On a lu toutes les deux le premier tome de Lady Hélène, Le Club des Mauvais Jours, écrit par Alison Goodman et sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Pardon. Pour dire à quel point on a bien aimé cette lecture, Catherine a continué et a lu les 3 tomes d'affilée. Bon, moi j'ai pas eu l'occasion puisque j'avais une autre lecture commune qui attendait derrière, donc j'ai pas pu, mais j'espère pouvoir me faire les tomes suivants très bientôt. Dans cette histoire, on suit Lady Hélène, qui, donc on est dans le Londres du 19e siècle, tout début. Et Lady Hélène, malheureusement, souffre de la mauvaise réputation de sa mère. Elle est élevée par son oncle et sa tante, et elle va rentrer dans le grand monde. Elle a l'âge pour être introduite dans la cour du royaume et rencontrer la reine. Et son oncle et sa tante essayent, parce que son oncle et sa tante, c'est un peu bizarre, essayent de faire en sorte que tout se passe bien pour elle, pour qu'elle puisse rencontrer un bon parti et se marier. Et voilà. C'est... Alors, déjà, l'univers est vraiment très bien retranscrit. En fait, c'est pas tellement l'univers, puisque ce roman a quand même toute une part historique, parce qu'on est dans le vrai Londres du début du 19e, et l'autrice a fait visiblement, d'ailleurs c'est noté dans les remerciements, elle a fait d'énormes recherches
pour pouvoir planter son décor et que ce soit vraiment le plus réaliste possible. Et j'ai trouvé que c'était très bien réussi parce qu'on est vraiment immergé dans ce Londres de début 19e. Donc moi, franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, c'est un tome introductif, c'est un premier tome, c'est plutôt lent quand même. Il n'y a pas trop d'action, il y en a un petit peu, arrivé moitié du roman, ça commence à bouger un petit peu, mais c'est quand même pas... c'est quand même assez lent. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que justement, ça m'a vraiment permis de m'imprégner à l'atmosphère et à rentrer dans ce monde de cours, dans ce monde de bourgeois, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai aussi trouvé que du coup, Lady Hélène est évoluée tout doucement, mais alors vraiment, parce qu'à la fin du roman, elle est quasiment la même jeune fille qu'au début. Donc il faut savoir que Lady Hélène a un fort caractère, et que du coup, elle a quand même du mal à rester à sa place. Elle lit, elle parle beaucoup trop par rapport à ce qu'elle devrait. Elle s'intéresse à des choses dont elle ne devrait pas s'intéresser en tant que femme. Du coup, c'est vrai qu'elle a un petit peu de mal à rentrer dans le moule. Mais malgré ça, du coup, tout au long du roman, elle n'évolue que peu, vraiment. Et ça la rend encore plus réaliste, plus humaine, parce qu'elle se pose des questions par rapport à ce qui lui arrive et elle va pas trop vite en besogne, on va dire. Voilà. Elle rencontre du coup Lord Carson qui va lui faire découvrir un monde qu'elle ne doutait pas, que personne ne connaît, sauf le club des mauvais jours, bien sûr, qui est chargé de protéger les humains de monstres cachés parmi eux, au milieu de la population. Voilà. Lord Carlson est un personnage qui a beaucoup de charisme, qui est charmant, qui est un peu froid, et c'est d'autant plus pour ça qu'on l'aime, parce qu'on voit que faire partie du club des mauvais jours, ben, c'est pas si simple, qu'il y a des tas de conséquences. Et on le voit très bien par rapport à ce personnage qui est quand même pas tout à fait ouvert encore, hein. On a plein de choses encore à découvrir sur lui et il va certainement permettre à notre chère Lady Hélène d'enfin évoluer, en tout cas dans le tome suivant. Voilà, alors pour conclure, je vous dirais que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que si vous aimez pas trop les tomes introductifs qui vous plantent le décor, qui sont un petit peu lents et tout, ben, je pense pas que ça puisse vous convenir. En revanche, si vous aimez ça, justement, être immergé complètement dans un univers avant de pouvoir attaquer vraiment le cœur de l'action, foncez, vous ne le regretterez pas. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai enchaîné avec une autre lecture commune avec Pauline de la chaîne Lily Littéraire et du compte Insta Lily Littéraire du même nom, que je vous mets comme d'habitude en barre d'infos. Nous avons lu toutes les deux Alunia, le tome 1 de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Alors déjà, objet livre, trop beau. En plus, je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu dédicacé avec super dédicace qui va bien, j'adore. Et chaque en tête de chapitre, je vais vous montrer, a également des illustrations qui sont toutes différentes. Donc voilà, un job de folie qu'a fait la maison d'édition. Je vais essayer de vous en trouver une autre, voilà, pour vous montrer par exemple. Voilà. Donc franchement, objet livre vraiment magnifique. Dans cette histoire, on suit Léa qui a été foudroyée, donc qui aurait dû mourir, mais en fait, au lieu de mourir, elle s'est retrouvée propulsée dans un espèce de monde parallèle sur Alunia, où elle va être recueillie par un groupe de rebelles dont le chef s'appelle Zam et qui essaye de lutter contre, alors je me souviens plus comment s'appelle le grand méchant, mais qui est un personnage qu'on ne voit peu, mais qui a visiblement pour but de prendre le pouvoir sur le monde d'Alunia. Voilà, en gros. Donc, on se retrouve plongé dans cette rébellion avec Léa, qui va quand même, je trouve, moi personnellement, un peu trop facilement adhérer à cette rébellion et l'intégrer et même se lancer dans leur combat. Ça, c'est au point de vue rapidité de l'histoire. J'ai trouvé, voilà, que c'était un petit peu rapide, sa façon donc d'adhérer, sa façon de se lier d'amitié avec les autres personnages. Donc là, on suit principalement 5 personnages qui sont par contre tous très bien caractérisés. Ils ont vraiment tous leur personnalité, tous leur petite
leurs petits défauts et surtout tous comment on dit? Je cherche le mot, leurs particularités, mais là où ils sont à l'aise, enfin je trouve pas le mot, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ils ont chacun leur domaine d'expertise où ils sont le plus à l'aise. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu rapide au niveau du relationnel, vraiment qui s'installe. Voilà. Sans parler de ça, j'ai aussi, sur le premier quart, premier tiers peut-être du roman, j'ai trouvé qu'on était peut-être un petit peu trop focalisé justement sur ces 5 personnages, puisqu'on ne voit absolument que. On est au milieu de la rébellion qui regroupe quand même, alors je sais pas, mais je crois que c'est une 30, enfin, même pas que je pourrais vous dire, mais bon, c'est moins d'une centaine de personnes, mais quand même, c'est un groupe qui est assez grand pour qu'on puisse croiser des gens dans le couloir, par exemple. Sauf que ben, c'est pas trop le cas. Dans le premier tiers, en fait, on est vraiment focalisé sur les 5 personnages et on a l'impression qu'ils rencontrent personne d'autre que eux-mêmes. Donc ça, c'est 2 petits détails qui m'ont un petit peu gênée. Par contre, j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers parce qu'il a des particularités comme par exemple le pouvoir des âmes, qui est très important et qu'on découvre à peine, mais qui nous laisse présager, puisque c'est un tome 1, de belles surprises sur le tome 2, en tout cas je l'espère. J'ai trouvé que Léa évoluait de façon intéressante, notamment au niveau de son physique, au niveau de son adaptation, même si, bien évidemment, comme je vous disais, elle a très vite adhéré euh, au combat de la rébellion. On voit bien que quand même, intérieurement, elle, elle, est, elle, a, elle s'est retrouvée propulsée ici, elle a perdu sa famille, bien sûr, puisque sa famille la pense morte. Voilà, donc il y a quand même une réflexion par rapport à ça. Même si c'est un personnage qui essaye de cacher tout ce qu'elle ressent, il y a quand même des failles et des fois, ben, forcément, ça sort, ça pète, et voilà. Donc, j'ai bien aimé quand même cette partie-là, le caractère de Léa. J'ai bien aimé le personnage de Caleb. Alors, en lisant ce roman, je me rends compte que je suis souvent attirée, enfin que j'aime particulièrement les personnages qui sont un petit peu, enfin les personnages au niveau masculin, je veux dire, qui sont un petit peu le clown de service, celui qui fait la blague pour ne pas montrer qu'il est mal à l'aise, qu'il a peur, ou des choses comme ça, qui est sûr de lui et qui fait toujours les blagues reloues sur sa perfection. Enfin voilà, ce genre de personnage. Donc Caleb est un peu comme ça, à la Jasper, si vous avez lu Grisha, Six of Crows, à la Finnick dans Game of Thrones, n'importe quoi. Dans Hunger Games, quel autre exemple je pourrais vous donner? La dernière fois j'ai pensé à un autre, mais je sais plus, il me vient pas. Bref, c'est pas grave. Mais vous voyez un petit peu ce genre de personnage-là. Bon, ben là, ça va pas manquer. Caleb est un peu ce genre-là et c'est mon personnage préféré du roman. Voilà, on a aussi Alinoé qui est un Daiva. C'est un personnage qui a quelques pouvoirs. Et il est très très mystérieux et très intriguant. Et je suis très curieuse d'en connaître plus à son sujet. Voilà. Et pour ne pas gâcher la lecture. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'écriture, tenez, j'y pense tout à coup. Au niveau de l'écriture, j'adore l'écriture de Tiffs. Voilà, ça, il faut le dire. C'est aussi pour ça que j'ai aimé ce roman. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'en parlais avec Pauline, justement. Je trouve elle écrit comme si elle nous racontait l'histoire le soir au coin du feu. Voilà, c'est une écriture où on a l'impression que c'est un ami qui nous raconte l'histoire. Je ne sais pas comment, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais elle nous plonge vraiment dans cette ambiance en nous parlant comme si on était à côté d'elle. Voilà, comme si elle nous parlait en fait, comme si elle en était à côté d'elle. C'est avec les petites pointes d'humour, les petits sarcasmes, ouais, qui nous plongent comme si c'était une conversation. Et j'ai adoré ça.
Franchement, j'ai vraiment aimé cette écriture. Voilà. Et donc, je vous disais, ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle nous a offert un cliffhanger de dingue. Voilà. Ça finit, ben, je ne vais pas vous le dire, bien évidemment, mais sur un événement que, ben, comment dire, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Tiffs, qu'est-ce que tu nous as fait? Non, moi je dis non. Donc, le tome 2 sort en 2022. Il va falloir être patient et bien évidemment, je me le procurerai. Et je termine avec ma dernière lecture du mois de la fantaisie, qui était une lecture que j'ai faite toute seule. Oui, ça m'arrive aussi. C'est Rebecca King, le tome 1, Traqué de Cassandra O'Donnell, sorti aux éditions J'ai lu. Je vérifie parce que j'étais plus tout à fait sûre. Dans cette histoire, on suit, comment s'appelle-t-elle? Rebecca. Je crois que je commence à fatiguer. Bref. Donc dans ce roman, on suit Rebecca qui est une sorcière qui a été bannie par son clan, donc elle a fui parce que il voulait juste l'assassiner. Et elle se cache, elle se retrouve à... Donc elle parcourt souvent, elle déménage souvent, elle a une fille qui s'appelle Léonora, et donc toutes les deux, elles déménagent régulièrement, et elles se retrouvent à emménager dans une petite ville qui malheureusement se compose de beaucoup de personnages surnaturels, des loups-garous, des vampires, des démons, des potionneuses, il y a tout un tas de personnages surnaturels qui sont assez originaux, parce que, enfin en tout cas pour moi, parce que je n'en ai pas beaucoup croisé dans ce genre de roman. L'histoire quand même n'est pas la plus originale du monde, mais j'aime bien ce personnage qui n'a pas la langue dans sa poche, et qui va au devant des ennuis, souvent, sans vraiment le vouloir. Bon, en fait, elle n'a pas trop de chance non plus, hein. Les ennuis viennent à elle, enfin, elle les attire comme un aimant, a priori. Et, et du coup, on s'ennuie pas, c'est hyper rythmé, ça se lit hyper vite. Bon, vous voyez, hein, c'est pas écrit très petit, mais voilà, c'est plein de rebondissements, c'est rythmé, franchement, c'est très agréable à lire. J'ai trouvé l'enquête un petit peu fouillie. Ouais, c'était pas ouf. Mais enfin, moi, dans le genre d'urban fantasy, en règle générale, ce qui me plaît particulièrement, ce sont les personnages. Et du coup, je m'arrête un petit peu moins sur les détails de l'histoire, du fond de l'histoire, qui sont pas en général de grande originalité ou très fouillés. Mais quand les personnages, quand ça match, que j'aime bien les personnages, ben, en général, je me fais la saga. Donc là, sur ce tome 1, ça marche bien. Bien évidemment, alors pas bien évidemment d'ailleurs, Rebecca n'est pas mon personnage préféré. J'aime beaucoup sa meilleure amie qui est Loup-Garou. Mais elle, je sais pas, pour l'instant, je suis pas totalement convaincue, même si je l'aime bien. Voilà, c'est pas ma préférée. Et je pense que on peut voir de l'évolution très intéressante chez sa fille. Je vous dis pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment du potentiel, de quoi faire. J'ai les 2 autres tomes, enfin il y a 7 tomes sortis, il y en a un 8e qui devrait sortir, et moi j'ai les 3 premiers dans ma palle que m'a prêté ma sœur, donc ben, j'enchaînerai en tout cas sur les 2 suivants pour voir si cette saga continue à me plaire. Si au 2e tome ça continue comme ça, ben, je pense que je me ferai la saga. On verra bien. Je n'en suis pas sûre. En tout cas, si vous aimez la bitlit classique, on va dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça se lit très bien. C'était très agréable. Voilà, j'en ai terminé pour mes lectures du mois de la fantaisie. Je vous ai dit que j'en avais lu 8, mais en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a que 7, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, si, c'est parce que j'ai lu 8 litres. Ouf, je vais y arriver. J'ai lu 8 titres au mois de mai, mais sauf qu'il y en a un, c'était de la science-fiction, donc rien à voir, je ne vous le présente pas cette fois-ci, je vous le présenterai dans mon prochain point lecture. Donc voilà, sur la fantasy, je n'ai lu que 7 romans sur le 18 que je m'étais mis. Bah, c'est pas grave, hein, je me mets pas de pression, je lirai les autres une prochaine fois. J'en ai déjà remis dans ma palle de l'été que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez aussi lu ces romans, ce que vous en avez pensé, ou si mes chroniques vous ont donné envie de les découvrir, ou pas du tout. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous.
Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!